Vous savez, dans ce monde, il existe une infinité de choses que nous ignorons, des vérités cachées que personne ne devrait jamais découvrir, des secrets si sombres, si effrayants que croiser leur chemin par hasard pourrait changer à jamais notre perception de la réalité. Le Japon, terre de traditions ancestrales et de contes mystérieux, renferme des secrets sombres que peu de gens connaissent vraiment. Et aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cet iceberg des ténèbres japonaises, où chaque niveau va révéler des histoires plus obscures, plus dérangeantes et plus bizarres que la précédente. La surface. Inunaki Village. Au cœur de la préfecture de Fukuoka, au Japon, il existe une légende urbaine persistante, celle d'un village oublié nommé Inunaki. Introuvable sur les cartes modernes, il serait accessible uniquement par un ancien tunnel abandonné, le tunnel d'Inunaki. Selon les rumeurs, c'est un petit sentier perdu dans la forêt, à proximité du tunnel qui mènerait au fameux village. Ceux qui l'ont trouvé racontent avoir vu un panneau artisanal rouillé, planté dans le sol, avec cette inscription troublante qui est marquée dessus. La constitution du Japon ne s'applique pas dans ce village. Au-delà de ce point, on entre dans un lieu où les lois, la technologie et le monde moderne semblent ne plus exister. Le village d'Inunaki serait figé dans une autre époque, habité par des gens au comportement étrange, méfiants voire hostiles. Les témoignages parlent de maisons en ruine, de rizières envahies par la végétation, de cris d'enfants entendus à la nuit tombée et de formes qui vous observent depuis les arbres. Oui, je sais ce que vous êtes en train de penser, ce ne sont que des rumeurs, peut-être même une vieille histoire pour faire peur aux enfants. Mais ce village existe vraiment, un film entier d'ailleurs lui est consacré, et plusieurs youtubeurs japonais ont traversé ce fameux tunnel interdit pour y accéder. Ils l'ont exploré, caméra à la main, et c'est grâce à eux qu'on connaît aujourd'hui tous ces détails troublants. Car en effet, plusieurs histoires racontent que des voyageurs imprudents y ont disparu sans laisser de traces. D'autres prétendent avoir été suivis et avoir perdu toute notion du temps. Certains disent même avoir vu des versions déformées d'eux-mêmes dans les vitres sales des maisons, ou entendu leur propre voix leur parler dans le noir. Le village d'Inunaki est aujourd'hui considéré comme un des lieux les plus mystérieux et effrayants du Japon. Et pourtant, malgré tout ça, une grande partie des passionnés d'horreur refusent encore d'y croire. Pour eux, ce village ne serait qu'une légende inventée de toutes pièces. Contrairement au tunnel dont l'existence ne fait aucun doute grâce aux nombreuses vidéos et preuves disponibles. Au fait, il y en a beaucoup parmi vous qui me disent que le montage de mes vidéos est archi cool et qui m'envoient même des messages ou des emails pour me demander comment faire pareil. Eh bah, j'ai qu'une chose à vous dire, Filmora. Filmora, c'est 25 fonctionnalités IA surpuissantes, comme par exemple le masque IA qui permet d'automatiquement choisir un objet et de le détacher du fond en quelques secondes. Mais c'est pas tout, regardez par exemple cette fonction dingue de Filmora. Je vous présente l'image to vidéo. Mettez n'importe quelle image dans le logiciel, admettons une photo de vous et de votre grand-mère, choisissez AI Hug, faites générer et voici ce que ça donne. Quelques instants plus tard, il y a aussi la fonction IA Filmora Copilot qui est juste incroyable. Admettons que, comme moi, vous avez envie de faire un montage sur, allez, une vidéo d'horreur. Vous allez ouvrir Filmora Copilot, simplement taper comment donner un effet flippant à un montage d'horreur, appuyez sur ce petit bouton là et Copilot vous répond exactement ce qu'il faut faire et où aller le chercher dans le logiciel pour justement faire un montage comme ça. Ensuite, admettons qu'on veuille une musique un peu pesante pour accompagner tout ça. On peut demander au Copilot une musique flippante et voilà, on a une musique libre de droit qui met tout de suite dans l'ambiance. Et pour embellir vos créations, vous n'aurez aucun souci. Il y a des tonnes d'effets, tout plein de titres, de transitions, de filtres, de stickers. Bref, que vous soyez débutant ou pas d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'utiliser Filmora et son IA survitaminé pour faire tous vos montages. D'ailleurs, il est à portée de clic, juste sous la vidéo, le premier lien. Donc si ça vous intéresse, essayez par vous-même. Ena Matsuoka. Si vous êtes un minimum familier avec la culture japonaise, vous savez sans doute que derrière son image lisse et colorée se cache un monde bien plus sombre. Au Japon, de nombreuses figures féminines influentes vivent constamment dans la peur des stalkers, ces individus qui les suivent dans la rue et les harcèlent sur les réseaux. Les streameuses comme les stars de la musique, appelées idols, sont parmi les premières ciblées d'ailleurs. Et c'est ainsi que nous allons plonger dans l'histoire d'Ena Matsuoka. En 2019, cette jeune idole japonaise de 21 ans, membre du groupe, je vais vous l'écrire à l'écran, vivait une carrière montante comme beaucoup d'autres chanteuses de la culture J-pop. Elle publiait régulièrement des selfies et des vidéos pour ses fans sur les réseaux sociaux. Rien de plus banal que du classique à première vue. Mais un jour, alors qu'elle entre chez elle à Tokyo, un inconnu l'attaque devant la porte de son appartement. Il l'agresse violemment, il va l'étrangler et il va même tenter de l'enlever.
Ce qui va terrifier tout le pays, ce n'est pas seulement l'agression en elle-même, bien que ça soit déjà terrible, mais c'est la manière dont l'homme a trouvé son adresse. Ce fan obsessionnel âgé de 26 ans a commencé à suivre Rena de façon silencieuse, jusqu'à repérer un détail inquiétant dans une simple photo qu'elle avait mise en ligne. Et c'est là que c'est assez fou parce qu'en fait, il a zoomé sur une de ses pupilles dans une de ses photos Instagram et il a repéré le reflet d'une station de métro. En croisant cette image avec Google Maps et les horaires de ses concerts, il a pu identifier son quartier et il a pu la suivre discrètement jusqu'à chez elle. Il l'a attendue devant chez elle et ensuite, il l'a agressée dès qu'elle est rentrée dans son immeuble. Heureusement, elle s'en est sortie, certes avec des blessures, mais surtout avec un traumatisme profond. L'homme va être arrêté peu après et il avouera avoir observé ses moindres publications, ses moindres faits et gestes digitaux pendant des mois. Depuis cette affaire, les artistes japonais et leurs agences ont commencé à flouter d'ailleurs les yeux dans les selfies pour éviter que ça ne se répète à nouveau et renforcer la sécurité personnelle. Et ils en sont même venus à retarder la publication du contenu en temps réel. L'histoire d'Ena Matsuoka ne se limite pas seulement à ce qui lui est arrivé, elle nous confronte à une réalité bien plus terrifiante, celle où, avec une simple photo, quelqu'un pourrait déjà être en train de vous traquer. La forêt d'Aokigahara. La forêt d'Aokigahara, au pied du mont Fuji, est l'un des lieux les plus étranges et mystérieux du Japon. Un endroit qui, depuis des décennies, exerce une terrible fascination. Cette vaste étendue boisée, souvent appelée la forêt du Suihide, est le théâtre de nombreuses disparitions chaque année. Mais ce qui la distingue, c'est le fait qu'elle soit considérée comme un lieu de Suihide. Environ 70 personnes par an y perdent la vie, attirées par l'idée macabre que la forêt serait un endroit propice pour mettre fin à leur souffrance. Mais au-delà de ce sombre phénomène, ce qui rend la forêt encore plus inquiétante, c'est vraiment l'atmosphère particulière, on va dire. Les arbres sont si denses que la lumière du soleil a du mal à pénétrer, créant une ambiance étrangement oppressante. De nombreuses personnes ont tenté de visiter cet endroit et ont vécu des expériences vraiment étranges. Et parmi elles, Kokoriko, le grand JD qui a passé une nuit entière au cœur de cette forêt. Il raconte que l'atmosphère y était incroyable, que la nuit et la forêt est d'un silence absolu presque irréel. Aucun bruit, aucun cri d'animaux, pas même le bourdonnement d'un insecte. Et pourtant, dans une forêt aussi vaste et dense, ça semble complètement anormal. La légende locale raconte qu'Aokigahara abriterait les esprits des défunts. Selon le folklore japonais, les âmes des Suihide reviendraient hanter la forêt, condamnant d'ailleurs les âmes des nouveaux venus à errer éternellement. Nombreux sont ceux qui affirment y avoir entendu des voix, vu des ombres dans les coins de leurs yeux, ou même avoir été suivis par une sorte de présence invisible. Ce phénomène mystérieux s'est intensifié avec les années, et même aujourd'hui, des panneaux de prévention ont été installés à l'entrée de la forêt, incitant les personnes en détresse à chercher de l'aide avant de pénétrer dans ce lieu maudit. Malheureusement, et malgré tous ces efforts, la forêt reste un lieu de tragédie régulière, avec des corps retrouvés chaque année, parfois dans des endroits très reculés et profonds de la forêt, et aussi parfois dans des positions étranges, un peu comme si les victimes avaient voulu s'isoler complètement avant de mettre fin à leur souffrance. Il y a une idée dans le folklore japonais que certaines forêts sont des portes vers l'au-delà, des lieux où les âmes des défunts trouvent leur dernier repos, ou leur éternelle errance. Et si on pense comme ça, Aokigahara semble être une porte ouverte sur l'oubli, un endroit où les vivants et les non-vivants coexistent dans une étrange et terrible symbiose. Ceux qui y entrent peuvent non seulement se perdre physiquement, mais aussi se perdre mentalement et spirituellement. Il y a aussi un film sur cette forêt qui est sorti en 2016. Bien qu'il ait été largement critiqué, il a joué un rôle clé en attirant l'attention internationale sur la légende de la forêt d'Aokigahara. Aujourd'hui, malgré les légendes et les rumeurs qui entourent toute cette forêt, elle reste un lieu fréquemment visité. C'est pas seulement un endroit marqué par son côté sombre et effrayant. On peut d'ailleurs le voir dans la vidéo du Grand JD. Il y a des groupes d'écoles qui s'y rendent, il y a des gens qui viennent pour se promener, comme si tout était normal. Junji Ito. Dans l'univers du manga, rares sont ceux qui ont réussi à capturer l'horreur pure avec autant de maîtrise que Junji Ito. J'adore ses œuvres. Son trait est propre, précis, presque élégant. Mais derrière cette esthétique soignée et léchée se cache un monde tordu, malade et inhumain. Un monde où l'horreur ne vient pas de monstres ou de tueurs, mais de l'esprit humain lui-même. Parmi ses œuvres les plus célèbres, il y a Uzumaki, une histoire où une simple spirale va devenir une obsession mortelle, contaminant un village tout entier. Les gens deviennent fous, se tordent littéralement, les corps se plient, se déforment et se transforment en sculptures vivantes de souffrance. Au-delà de ces histoires, c'est surtout son style de dessin qui met mal à l'aise. Des visages tordus, des corps déformés, des créatures qu'on ne peut même pas décrire, et ce sourire. Toujours le même sourire qui revient encore et encore.
Et puis il y a aussi des visages qui apparaissent dans le ciel, un appel au suicide lent et inéluctable. Des mannequins vivants, des chairs qui fusionnent et des regards profondément malsains. Ito a expliqué dans plusieurs de ses interviews qu'il s'inspire peu des autres auteurs d'horreur. Il a d'ailleurs dit qu'il trouvait ses idées dans la vie quotidienne, dans des sensations, dans des détails visuels ou simplement dans des pensées parasites. Et c'est comme ça qu'au fil des années, il va transformer les idées les plus banales en expériences psychologiques traumatisantes. Et c'est ce qui en fait sa force. Rien n'est sacré, rien n'est rassurant. Même un coquillage, même une fissure, même une coupe de cheveux, tout peut devenir le point de départ d'une descente terrifiante dans la folie. Juste sous la surface. La poupée Okiku. Tout commence en 1918, sur l'île d'Hokkaido, au Japon. Un jeune garçon prénommé Eikichi Suzuki achète une poupée traditionnelle dans une boutique de souvenirs à Sapporo. Elle est vêtue d'un kimono rouge avec une chevelure noire coupée au carré et un visage de porcelaine aux traits très délicats. Tout heureux de l'avoir trouvée, il la ramène à la maison et va l'offrir à sa petite sœur, Okiku, qui elle n'a que 3 ans. La fillette va tout de suite adorer la poupée, elle va en tomber presque amoureuse au point de ne plus jamais s'en séparer. Elle va la bercer, elle va la nourrir, elle va lui parler et évidemment elle va dormir avec elle. Quelques mois plus tard, le drame frappe. Okiku tombe gravement malade, emporté brutalement par une fièvre fulgurante et malheureusement va décéder. Dévastée, la famille va conserver la poupée comme un souvenir de leur enfant, l'exposant dans un petit hôtel domestique en son honneur. Et là, ce qui va se passer, c'est que peu à peu, les membres de la famille vont remarquer que les cheveux de la poupée semblent pousser. Au début, c'était juste un soupçon, peut-être un peu comme une blague, il n'en était pas sûr, il rigolait autour de ça. Mais avec les mois qui passent, la coupe nette, qui était au carré, va devenir une chevelure désordonnée, plus longue, presque vivante. Inquiets mais convaincus qu'il s'agit de l'âme de leur petite fille, Okiku, qui s'est liée à l'objet, les parents vont décider de ne jamais s'en séparer. En 1938, lorsqu'ils doivent déménager, la famille va confier la poupée au temple Manenji, à Iwamizawa, où elle est toujours conservée aujourd'hui. Les moines du temple, après avoir bien étudié la poupée, confirment qu'aucune explication scientifique ne peut justifier la pousse réelle de ses cheveux. Et aujourd'hui encore, la poupée est enfermée dans une vitrine, et les cheveux atteignent presque ses genoux, qui sont régulièrement coupés par les prêtres. Beaucoup de légendes affirment que la poupée est habitée par l'esprit d'Okiku, qui refuse de quitter ce monde. Certains visiteurs affirment qu'elle ouvre légèrement la bouche ou que ses yeux semblent bouger. D'autres parlent de chuchotement ou d'une présence froide dans la même pièce. Kushisake Onna. Contrairement à la poupée dont nous avons parlé et qui existe réellement avec des vidéos et des témoignages crédibles à l'appui, cette histoire-là ne repose sur aucune preuve concrète. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photos, il y a seulement des récits anciens. Et pourtant, bien qu'il s'agisse d'une légende, elle est profondément ancrée dans la culture japonaise, au point que de nombreux japonais y croient, dur comme fer, encore aujourd'hui. Au Japon, une légende urbaine hante les rues depuis des décennies, celle d'une femme au visage dissimulé derrière un masque chirurgical. À première vue, elle semble ordinaire, mais une question suffit à transformer cette rencontre banale en un cauchemar. Est-ce que je suis belle ? Si tu réponds non, elle t'exécute sur le champ avec une paire de ciseaux qu'elle garde cachée sous son manteau. Mais si tu réponds oui, alors elle va lentement enlever son masque et elle va révéler une bouche déchirée d'une oreille à une autre, taillée en sourire sanglant. Puis elle va te reposer la même question, cette fois avec un regard perçant. Et maintenant, si tu cries ou que tu t'enfuis, elle va te poursuivre et te découper le visage, juste comme elle, juste pour te rendre aussi belle qu'elle. La légende raconte que Kushisake Onna était autrefois une femme magnifique, mariée à un samouraï jaloux et violent. Un jour, soupçonnant une infidélité, il l'a justement défigurée sauvagement, en lui tranchant la bouche d'une oreille à une autre, tout en hurlant « Qui te trouvera belle à présent ?» Mais la mort ne l'apaise pas. Son esprit revient, consumé par la vengeance, déformé par la douleur et l'obsession de sa beauté perdue. Et depuis, on dit qu'elle erre sans fin, souvent la nuit, près des écoles, à la recherche de nouvelles victimes. Elle cible surtout les enfants et les adolescents, ceux pour qui l'apparence est une obsession. Au fil du temps, de nouvelles versions de l'histoire sont apparues. Certains vont dire qu'il existe des moyens de lui échapper, de répondre de manière confuse, comme par exemple tuer moyenne, ou de lui jeter des bonbons pour la distraire. D'autres assurent qu'elle peut être piégée avec des questions logiques ou effrayée par des talismans shinto. Mais la vérité, c'est qu'aucune version n'a jamais été confirmée par quelqu'un qui aurait survécu. Junko Furuta. Un soir de novembre 1988, alors qu'elle rentrait tranquillement de l'école, Junko Furuta, une lycéenne japonaise de 17 ans, brillante et sans histoire, est abordée par un garçon qu'elle connaît à peine. Il va engager la conversation, il semble amical, mais en réalité, et elle ne le sait pas encore, il est en train de l'attirer dans un piège. Ce que Junko ignore, c'est que ce garçon est lié à l'un des gangs les plus puissants du Japon, les Yakuza.
Avec 3 autres adolescents, ils vont la kidnapper et Junko va alors être emmenée dans une maison de banlieue. C'est un pavillon sans histoire où ses ravisseurs vivent avec leurs parents. Et c'est là, dans cette maison banale, insoupçonnée de tous, que l'horreur va commencer et va durer 44 jours. Durant cette période, elle va être maltraitée, elle va être brisée psychologiquement et physiquement, soumise à des actes inhumains. Et le plus glaçant dans cette histoire, ce sont les parents des ravisseurs qui savaient qu'elle était là. Et pourtant, ils n'ont rien dit, personne n'est intervenu. Alors Junko va essayer de survivre tant bien que mal, elle va tenter de s'échapper aussi, mais à chaque fois malheureusement qu'elle s'échappe, elle est ramenée de force, punie et brisée encore un peu plus. Au fil des jours, elle ne tient plus debout, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus manger et son corps n'est plus qu'une coquille vide. C'est le 4 janvier 1989 que les garçons comprennent qu'elle est au bord du décès, alors ils décident d'en finir. Après l'avoir supprimée, ils vont placer son corps dans un baril de béton qu'ils vont abandonner dans un terrain vague. Pour eux, l'affaire était terminée. Mais 3 semaines plus tard, la police découvre le baril et l'horreur refait surface. Autopsie, enquête et aveu. Tout choque le pays. Jamais une telle affaire n'avait révélé une telle cruauté et pourtant, ce n'est pas encore fini. Les agresseurs vont être jugés, mais comme ils étaient mineurs au moment des faits, ils ont bénéficié de peines réduites. Certains ne purgeront que quelques années et certains sortiront libres. Junko Furuta, ce n'est pas un nom issu d'une légende urbaine. Elle a existé, elle a crié, elle a souffert et elle a espéré pendant 44 jours. Et personne ne lui a tendu la main. Je vous raconte son histoire ici au tout début des profondeurs de l'iceberg parce que ce n'est qu'un aperçu de ce qui va arriver juste après. Plus on descend et plus les récits vont devenir sombres, étranges et dérangeants. Ce qui me trouble le plus, c'est que cette horreur ait eu lieu au Japon. Un pays qu'on imagine paisible, protégé, presque trop mignon pour ce genre de cauchemar. Toire no Hanako-san. Dans les écoles japonaises, il existe une légende que tous les enfants connaissent. Une rumeur qui se chuchote dans les couloirs entre 2 cours par exemple. Une histoire que l'on raconte un petit peu pour se faire peur, mais qui parfois semble bien plus réelle qu'un simple mythe. On l'appelle Toire no Hanako-san. Cette petite fille aux cheveux noirs et au regard figé qui vous attendrait dans les toilettes de l'école. La légende raconte qu'elle hante les toilettes du 3e étage, précisément, dans la 3e cabine des toilettes des filles. Ce détail revient toujours, le chiffre 3. Certains disent qu'il faut frapper 3 fois. Et appeler à voix basse « Hanako-san, est-ce que tu es là ?» Si vous avez de la chance, ou plutôt si vous êtes maudit, une voix douce vous répondra « Oui, je suis là ». Et à partir de là, eh bien, tout dépend des versions. Dans certaines, la porte s'entrouvre légèrement, grince et une petite fille en jupe rouge apparaît. Elle a les yeux sans éclat, parfois elle sourit, d'autres fois non, et dans certains cas, elle peut vous prendre par les jambes et vous tirer de force dans la cabine. L'origine de son histoire est assez floue. On raconte qu'une jeune fille nommée Hanako s'était réfugiée dans les toilettes de son école lors d'un raid aérien. Des sirènes ont retenti, des élèves ont paniqué, mais Hanako, terrifiée, s'est enfermée dans la 3e cabine du 3e étage. Quand les bombes sont tombées et le bâtiment s'est effondré, Hanako n'est jamais ressortie. Et ce qui rend cette légende encore plus dérangeante, c'est qu'elle change selon les régions du Japon. Dans certaines écoles, Hanako vous posera une question « Pourquoi es-tu venu ?» Si vous ne répondez pas correctement, elle va encore une fois vous entraîner de force dans les toilettes. Et bien c'est fini pour vous. Parfois on dit que si vous l'appelez, vous attirerez à vous d'autres esprits d'enfants, coincés eux aussi entre plusieurs mondes. Et il y a aussi des rumeurs bien plus modernes, des adolescentes qui affirment avoir vu une silhouette dans le miroir au fond des toilettes. Une fille immobile, une fille dont les pieds ne touchent pas le sol, et certains élèves disent même avoir entendu des pleurs étouffés dans une cabine vide. D'autres disent que leurs téléphones se sont éteints en entrant dans les toilettes, qu'il aurait sonné, que la lumière aurait vacillé, bref il y a beaucoup de versions différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que Toire no Hanako-san, ce n'est pas juste une simple histoire de fantôme. C'est un véritable phénomène culturel au Japon. Adapté en film d'horreur, en jeu vidéo, en manga, cette légende est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Elle est racontée et transmise de génération en génération, connue par une immense majorité de Japonais. Alors que, de notre point de vue, l'histoire peut sembler peu crédible, dans leur culture, ce genre de phénomène est vraiment pris au sérieux. Les profondeurs. On continue de descendre, tout doucement, et autour de nous, la lumière commence à disparaître. On entre dans une zone où le soleil ne perce presque plus. Fini les petites sardines, ici on va nager avec les gros poissons. Bienvenue dans les profondeurs de l'iceberg. Le train Yurei. Il existe un train au Japon que personne ne peut localiser. Un train qui ne suit aucun circuit connu. Ce train apparaît uniquement la nuit, à l'approche de certaines gares isolées.
Son apparence est semblable à n'importe quel autre train, mais dès qu'on y met les pieds, l'atmosphère semble bizarre. L'air y est plus froid et les passagers qui sont déjà dans le train sont immobiles, leur regard vide, comme si un petit peu ils étaient figés dans le temps. Certains semblent pleurer silencieusement, d'autres vous regardent à peine comme s'ils n'étaient déjà plus là. Ce sont ce qu'on appelle des yurei, des esprits japonais piégés entre la vie et la mort, souvent liés à des traumatismes ou à des regrets puissants ou encore à des décès violents. Une fois les portes fermées, le train démarre. Il glisse sans bruit sur les rails et pourtant aucune voix ne retentit pour annoncer les prochaines stations. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lumière extérieure, pas de paysage visible, rien du tout. D'ailleurs, les fenêtres donnent sur une obscurité totale. Et très vite, vous allez perdre toute notion du temps. Impossible de dire depuis combien de temps vous êtes dans le train. Vous allez le réaliser un peu trop tard, mais ce train n'a pas de destination. Il roule entre les mondes des vivants et celui des morts. Il va transporter les âmes qui ne savent plus où aller. On dit que ceux qui montent à bord sont eux-mêmes déjà en train de se détacher du monde des réels. Certains même sans s'en rendre compte. Mais très peu arrivent à en descendre, car plus le trajet dure et plus le silence s'épaissit, plus les souvenirs s'effacent, jusqu'à ce qu'il ne reste alors plus rien, sauf le wagon, la nuit, les yurei et vous. Jisatsu. Au Japon, le mot Jisatsu signifie simplement suicide. Mais dans certaines communautés en ligne et discussions autour des légendes urbaines, ce mot a pris une autre dimension. Il désigne une influence mystérieuse, presque surnaturelle, qui pousserait certaines personnes à mettre fin à leur jour sans raison logique. Contrairement aux histoires de fantômes classiques, Jisatsu n'a pas de visage, et il ne s'agit pas d'une entité visible ou d'un esprit vengeur. C'est une force complètement invisible, une présence mentale qui s'installe lentement. Elle ne fait pas peur de manière brutale. On la retrouve souvent associée à des lieux précis, comme des forêts isolées, d'ailleurs pensez à Okigahara que j'ai mentionné un peu plus tôt, à des tunnels abandonnés ou des immeubles laissés à l'abandon. Ces endroits sont connus pour leur atmosphère pesante, parfois même pour avoir été le théâtre de plusieurs suicides. Certains pensent que Jisatsu est l'énergie résiduelle de toutes les douleurs accumulées au même endroit, et que cette énergie continuerait d'influencer tous ceux qui passent à travers. Mais Jisatsu peut aussi se manifester de manière plus moderne, par des vidéos, par des musiques ou même par des textes en ligne. Certaines œuvres, jugées trop sombres ou trop vraies, provoqueraient un sentiment de mal profond. Au fond, Jisatsu est peut-être moins une malédiction qu'un reflet brut d'une réalité silencieuse, celle de la solitude, celle de la pression sociale et du désespoir qu'on ne montre jamais. Les émissions télévisées. Le Japon est mondialement connu pour ses émissions de télévision et particulièrement pour certaines, devenues célèbres à cause de leurs jeux étranges, dérangeants, bizarres, voire humiliants. Derrière l'humour absurde et l'esthétique colorée, il existe une face bien plus sombre de certains de ces shows télévisés, des programmes qui flirtent avec les limites de la douleur, de la gêne et parfois même de la cruauté. L'un des cas les plus marquants, et que vous connaissez peut-être, reste Susumu Denpa Shonen, diffusé dans les années 90. Le concept, il est simple, c'est isoler un homme tout nu dans un petit appartement, sans nourriture, sans confort, et lui demander de survivre uniquement grâce au concours publicitaire par courrier. Il y a un candidat bien connu, Nasubi, qui a vécu plus d'1 an dans cet isolement total. Il était surveillé par des caméras 24/24, sans jamais savoir que des millions de téléspectateurs le regardaient en direct. Ce n'était pas un jeu, c'était une expérience sociale, cruelle, présentée comme du divertissement. Et il n'en savait rien. Mais ce n'est pas un cas isolé. Certaines émissions vont jusqu'à faire endurer des épreuves de douleur physique, comme se faire frapper, recevoir des chocs électriques ou subir des gages humiliants, toujours sous prétexte de comédie. Un autre exemple très connu, c'est l'émission Gaki no Tsukai, extrêmement populaire au Japon, qui inclut des jeux punitifs comme les fameuses fessées en cas de mauvaise réponse. Mais certaines variantes allaient beaucoup plus loin, des concours de gémissements ou même des jeux où les participants devaient résister à des stimulations CUL en direct sans réagir. C'est vraiment bizarre et c'est presque malsain. Et ce qui rend ces émissions encore plus troublantes, ce n'est pas seulement le contenu, mais c'est le fait qu'elles soient diffusées sans le moindre problème. Pas de censure, pas de polémique, rien du tout. Elles passent à la télévision comme si nous on regardait TF1 et Bob l'éponge un dimanche matin. Elles sont programmées, elles sont enregistrées et parfois même elles sont diffusées en direct.
Et le pire dans tout ça, c'est que ça n'a étonné personne. Parfois des millions de personnes assises devant leur télé ont regardé ça comme si c'était une simple émission banale. Les grandes profondeurs. Pour débuter ce nouveau niveau de l'iceberg, on reste encore un peu dans l'univers sombre des yokai. Et cette fois, on plonge dans l'histoire terrifiante de Teke Teke. Une légende urbaine venue du Japon qui ne parle pas de malédiction ancienne ou d'esprit vengeur traditionnel. Teke Teke parle de douleur, parle de décès brutal et d'un corps sectionné en deux. Tout commence avec une jeune femme qui, un soir d'hiver, longeait une voie ferrée. Personne ne sait exactement ce qu'elle faisait là, certains disent qu'elle rentrait de l'école, d'autres disent qu'elle fuyait quelque chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a glissé et que le train est arrivé trop vite. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de se relever et le train l'a littéralement coupée en deux, sectionnée au niveau de la taille. Son corps supérieur, arraché violemment, a été projeté plusieurs mètres plus loin. Et selon la légende, eh bien, elle n'est pas décédée sur le coup. On raconte qu'elle est restée consciente, rampant et hurlant dans le froid, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Mais son esprit, lui, n'a jamais quitté les lieux. Depuis ce jour, des témoins racontent avoir vu, la nuit, dans les rues silencieuses du Japon, une silhouette rampante qui se déplace à une vitesse inhumaine. Une femme sans jambes avançant sur les coudes et ses bras avec des mouvements secs et rapides. À chaque fois qu'elle se déplace, un son étrange. Ce bruit, ce sont ses coudes et ses avant-bras qui heurtent le sol, encore, et encore, et encore. Ce son, d'ailleurs, c'est le dernier avertissement, car si vous l'entendez, eh bien il est déjà trop tard. Elle est plus rapide que son état pourrait le laisser penser. Peu importe à quelle vitesse vous courez, elle saura vous rattraper. Et quand elle vous atteindra, elle va vous couper en deux, exactement comme elle. Dans certaines versions, elle vous pose une question avant de vous attraper. Elle peut vous demander où sont mes jambes, et si vous ne savez pas répondre, eh bien elle vous prendra les vôtres. Dans d'autres versions de la légende, elle apparaît dans les écoles, dans des couloirs sombres, dans des parkings déserts et parfois même dans les rêves. Certains affirment qu'elle peut s'infiltrer dans votre esprit, vous traquer silencieusement jusqu'à ce que vous rêviez d'elle. Et à ce moment-là, si vous rêvez d'elle, c'est déjà trop tard. Mais bon, peut-être que ces gens étaient juste un peu trop paranoïaques, ou alors ils avaient simplement le malheur d'y croire un peu trop fort. Le fantôme de Kaidan. Cette histoire se déroule à l'époque d'Edo, dans le quartier de Yotsuya à Tokyo, et met en scène une jeune femme nommée Oiwa, dont le destin tragique l'a transformée en un esprit vengeur encore redouté aujourd'hui. Oiwa est mariée à Yemon, un ancien samouraï devenu Ronin, après avoir perdu son statut. Pauvre, amer et sans avenir, Yemon en vient à considérer sa femme comme un fardeau, surtout lorsqu'une opportunité d'ascension sociale s'offre à lui, un mariage avec la fille d'un riche seigneur. Mais eh bien pour cela, il doit déjà se débarrasser d'Oiwa. Refusant le scandale d'un divorce, il choisit une voie plus cruelle, celle de l'empoisonnement. À l'aide d'un complice, il va donner à Oiwa un faux médicament destiné à la rendre malade. Peu à peu, le poison va ronger son corps, elle va perdre ses forces, son visage va se déformer horriblement et elle va même perdre un œil. Sa peau va s'infecter, sa bouche va se tordre, bref, son apparence va devenir monstrueuse. Et petit à petit, évidemment, elle va sombrer dans la souffrance non seulement physique, mais aussi psychologique. Elle va perdre sa dignité, elle va perdre sa beauté et elle va perdre son esprit. Quelques jours plus tard, quand elle va découvrir dans un miroir l'ampleur de sa défiguration, elle va être saisie d'une folie profonde. Dans un moment de délire et de douleur, elle va saisir un sabre, celui de son mari, pour se venger, mais elle va chuter et elle va malheureusement sauter la vie elle-même. Yemon va profiter de sa mort pour la faire passer pour un suicide. Libéré de son épouse, il va ensuite rapidement épouser la jeune héritière, mais ce qu'il pensait être une solution parfaite va rapidement devenir un cauchemar. Oiwa ne va pas trouver le repos. Son esprit vengeur, nourri par la trahison, la douleur et la haine, va revenir hanter Yemon. Elle apparaît dans ses cauchemars, elle déforme les visages qu'il croise, et elle se manifeste même dans les miroirs et dans certaines ombres. Le jour de son second mariage avec la fille du seigneur, lorsqu'il va soulever le voile de sa nouvelle épouse, il va voir le visage mutilé d'Oiwa. Et pris de panique, il va tuer la femme sur le champ. À partir de ce moment-là, eh bien évidemment, la malédiction s'intensifie. Et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la conspiration vont à leur tour décéder dans des circonstances tragiques. Yemon lui-même va sombrer dans la folie, incapable d'échapper aux visions de son épouse assassinée. Il va donc finir seul, rongé par la terreur et errant dans un monde où son passé refuse de le laisser tranquille.
Ce récit est devenu célèbre grâce à la pièce de théâtre Kabuki, écrite par Tsuruya Nanboku en 1825. Depuis, l'histoire d'Oiwa a été adaptée de nombreuses fois, au cinéma, à la télévision et même dans toute la littérature japonaise, comme on peut trouver sa présence par exemple dans le film Le fantôme de Yotsuya. Aujourd'hui encore, les acteurs qui jouent la pièce originale se rendent au sanctuaire dédié à Oiwa, situé dans le quartier de Yotsuya, pour y prier et lui demander la permission de raconter son histoire. Car la croyance populaire dit que quiconque déforme ou manque de respect à sa mémoire pourrait attirer sa colère. Les abysses. Mori Ikiko. Mori Ikiko se démarque par la noirceur de son origine et la violence silencieuse qu'elle incarne. Contrairement aux fantômes anciens issus de contes traditionnels, Mori Ikiko est une légende née d'internet, construite à travers les forums japonais comme 4chan, 2chan et ce genre de choses. Puis elle a été largement relayée dans les cercles de creepypasta, là où la fiction et la réalité vont se mélanger. Mais ce qui rend son histoire si percutante, c'est qu'elle semble plus crédible que surnaturelle. Son histoire, c'est celle d'une jeune fille maltraitée à l'extrême. À l'école, elle était quotidiennement harcelée, entre moqueries, coups, humiliations constantes, et un jour, ses agresseurs vont aller trop loin. La violence va dépasser les limites, qui d'ailleurs devraient être à zéro, et la pauvre fille va être battue à un tel point que son visage va être méconnaissable, complètement tuméfié. Certaines versions vont même dire que la violence était telle qu'elle aurait perdu un œil, d'autres qu'elle aurait eu la mâchoire brisée, mais toutes s'accordent sur un point. Elle est ressortie détruite, physiquement et mentalement. La jeune fille va donc commencer à s'enfermer dans le silence, elle ne sortira plus de chez elle, elle va complètement s'isoler jusqu'au jour où elle va mettre fin à ses jours. C'est après son décès que naît la légende. On raconte que Mori Ikiko ne repose pas en paix, non pas du tout. Elle apparaît sous la forme d'une silhouette féminine aux longs cheveux noirs qui tombent sur son visage. Une vision qui rappelle étrangement celle de la célèbre Dame Blanche, mais avec une aura bien plus sombre. Certains affirment l'avoir vue derrière les vitres d'une salle de classe, les yeux remplis de haine. D'autres prétendent que lorsqu'on entend un bruit de traînement derrière soi, dans un lieu vide par exemple, eh bien il est déjà trop tard. Elle serait capable d'enlever ses victimes, de les traîner lentement avec elle, comme un rappel de tout ce qu'elle aurait vécu de son vivant. Le nom même de Ikiko vient du mot japonais Ikizuru, qui signifie traîner. Ce surnom fait référence autant à sa manière de se déplacer qu'au fait qu'elle traîne ses victimes vers le bas, dans sa douleur, la souffrance et son isolement. Avec le temps, on a aussi relié son nom au phénomène des Ikikomori, ces jeunes qui s'isolent totalement du monde, à cause de la pression sociale ou du harcèlement. Mori Ikiko est devenu un symbole tragique de la souffrance des jeunes japonais. Invisible, certes, mais abandonné par la société et ignoré par les adultes. La légende de Mori Ikiko s'est diffusée en ligne avec des variations, souvent accompagnées d'images dérangeantes, de témoignages anonymes ou de récits véridiques d'étudiants qui disaient avoir vu son ombre dans une école abandonnée. Certains forums d'ailleurs racontent que si on dit son nom dans un miroir, ou si on parle d'elle dans un lieu isolé, elle pourrait apparaître. Mais avant tout, bien qu'elle ne soit pas crédible et qu'on sache qu'elle ait été entièrement inventée par des adolescents japonais, Mori Ikiko représente surtout une forme de dénonciation, une manière sombre d'exprimer la pression écrasante, la dépression scolaire et le harcèlement que subissent de nombreux jeunes au Japon. Kune Kune. Dans cette vie, il y a des choses qu'on ne devrait jamais chercher à comprendre. Des phénomènes sans visage, juste une présence. Quelque chose qui vous observe sans jamais vraiment se montrer entièrement. Imaginez un après-midi d'été au Japon. Le soleil frappe fort, l'air vibre au-dessus des champs, tout va bien. Et là, vous voyez, là-bas, regardez, au milieu d'un champ de riz, une silhouette blanche, fine, floue. Elle ondule lentement, comme si elle dansait, mais il n'y a ni musique, ni rythme. Vous plissez les yeux, et ce n'est pas un épouvantail, ce n'est pas non plus une personne, c'est en fait rien que vous connaissez. Kune Kune se distingue par sa simplicité et sa capacité à déranger profondément. Contrairement aux esprits vengeurs classiques ou aux démons terrifiants des anciens contes, le Kune Kune n'a pas de visage hideux, ni de gestes violents. Et pourtant, son existence même est une menace. Cette entité mystérieuse aurait été vue pour la première fois dans les années 2000, avec des récits largement partagés sur les forums japonais. Le Kune Kune est souvent décrit comme une silhouette blanche, comme si il ou elle était faite de fumée ou de tissu flottant dans le vent. On la voit le plus souvent au loin, au milieu d'un champ de riz, toujours immobile. Elle se tord sur elle-même, lentement, de façon continue. D'ailleurs, d'où son nom, Kune Kune, c'est une onomatopée japonaise qui évoque le fait de se tortiller. La légende est claire sur une chose, il ne faut surtout pas s'en approcher. Tant que vous la voyez de loin, ça va, il ne vous arrivera rien. Mais dès l'instant où vous tentez de comprendre ce que c'est, ou pire, de vous en approcher, le Kune Kune va vous remarquer. Et là, c'est fini. Les témoins racontent que ceux qui s'approchent un peu trop du Kune Kune sombrent dans la folie. Une démence soudaine, irréversible. Un peu comme si quelque chose venait de s'arracher de leur esprit. Et dans les versions les plus sombres, eh bien certains ne deviennent pas fous, mais disparaissent, tout simplement.
Ce qui rend cette légende particulièrement effrayante, c'est l'absence d'explication. Le kune-kune n'a aucune histoire tragique, pas de malédiction, pas de cause rationnelle. Il existe, tout simplement, un peu comme une anomalie posée dans notre monde, dont le simple fait de le remarquer est une faute. Certains chercheurs en paranormal du Japon pensent qu'il s'agirait d'un phénomène dimensionnel, peut-être une entité qui ne devrait pas être visible à l'œil humain. Quoi qu'il en soit, tous ces récits s'accordent sur un avertissement simple mais crucial. Si vous voyez quelque chose qui ondule au loin, ne vous en approchez pas, ne cherchez pas à comprendre, détournez le regard du kune-kune et partez. Les ténèbres. Pour conclure cet iceberg, on va laisser de côté les légendes urbaines, les créatures étranges. Là, on va plonger dans ce qu'il y a de plus dérangeant et de plus malsain. Si vous êtes facilement écœuré, gardez un sachet à portée de main, parce que ce qui vient maintenant n'est pas juste flippant, mais c'est profondément perturbant. Tomino's Hell. Tomino's Hell, ou l'enfer de Tomino en français, se transmet presque en secret. C'est comme une malédiction chuchotée. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un démon, c'est un poème. Quelques lignes écrites à la fin des années 1910 par le poète Seiji Oyasu, incluses dans son recueil de Sakin, aujourd'hui presque oublié, sauf pour un texte, celui qu'on ne doit jamais lire à haute voix. Tomino's Hell raconte, en apparence, le voyage d'un enfant nommé Tomino à travers les cercles de l'enfer bouddhiste. Le texte est dense, il est confus, il est torturé, brutal, rempli d'imageries violentes et de symboles obscurs. On trouve par exemple un corps qui saigne, des larmes empoisonnées, la solitude, le désespoir, et ça c'est juste le début. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une métaphore du traumatisme ou du deuil, d'autres y voient un cri silencieux d'un enfant maltraité, mais ce n'est pas tant la signification qui a nourri la légende, c'est la malédiction attachée à sa lecture. Les rumeurs disent que lire ce poème à voix haute suffit à attirer un malheur immédiat, maladie soudaine, accident tragique, dépression brutale, voire le décès. Cette croyance a pris de l'ampleur sur les forums japonais et s'est propagée sur internet. Des internautes d'ailleurs ont rapporté, parfois avec des détails glaçants, avoir tenté l'expérience. Ils ont commencé à lire le poème à haute voix pour le regretter aussitôt. Les coïncidences qui ont suivi étaient trop précises, trop brutales pour être ignorées. Ce n'était pas des coïncidences. D'ailleurs, un mythe entoure aussi l'adaptation du poème. On raconte qu'un réalisateur aurait tenté de le transformer en court-métrage autour des années 70, mais que tous les membres de l'équipe auraient subi des accidents inexpliqués pendant ou après le tournage. Le film aurait été projeté une seule fois avant d'être détruit et enterré à tout jamais. Certains pensent que le poème agit comme une sorte de rituel, qu'il ouvrirait une porte symbolique entre notre monde des vivants et celui de la souffrance éternelle. D'autres affirment qu'il est inoffensif tant qu'il reste lu silencieusement dans votre tête et que c'est la vibration des mots et de la voix humaine qui réveille quelque chose. Aujourd'hui encore, les plus curieux cherchent ce poème en ligne. D'ailleurs, on peut le trouver. Certains vont le lire à voix haute pour prouver que sa peur est irrationnelle, mais ceux qui respectent la légende vous diront que ce n'est pas parce que rien ne se passe tout de suite que rien ne s'est déclenché. Eroguro. On va maintenant parler d'un sujet très particulier. Je l'ai volontairement gardé pour la fin parce qu'à mes yeux, c'est le pire de tous. On a parlé de légendes flippantes, on a parlé de creepypasta, dérangeantes, d'histoires presque impossibles à croire. Mais celle-ci, c'est un autre niveau. C'est pas un mythe, c'est pas une rumeur, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qui a été créé par l'être humain. Et c'est peut-être ce qui le rend encore plus terrifiant. Si vous ne connaissez pas les eroguro, c'est l'abréviation de érotique grotesque, qui est un genre japonais artistique qui mélange les éléments de l'érotisme et de l'horreur et du grotesque. Ce n'est pas de la pornographie ni de l'horreur pure, c'est vraiment un terrain ambigu où l'être humain est à la fois objet de désir et sujet de répulsion. Ce style est né au XXe siècle, principalement entre les années 1920 et 1930, à une époque où le Japon, influencé par l'Occident et traversant une période de bouleversements sociaux, cherchait à repousser les frontières de la morale et de l'art traditionnel. L'esthétique de l'eroguro est extrêmement dérangeante. Les corps sont souvent représentés déchiquetés, décharnés ou dissimulant des organes internes. Les traits du visage sont toujours déformés, les membres sont exagérément longs ou allongés, contorsionnés. Bref, les dessins sont parfois tellement remplis de détails qu'ils semblent presque chirurgicaux, un peu comme une dissection des corps et de l'âme. Ce que je trouve le plus dérangeant, c'est que malgré tout ce qu'on pourrait croire, cette catégorie est considérée comme de l'art. Les contenus sont publiés sur internet librement et sans aucune restriction. Le but de l'eroguro est d'explorer les désirs humains les plus sombres, souvent ceux qui sont refoulés par la société, et ça sous le label de l'art. Et attention, je respecte toute forme d'art, bien sûr, je ne donne que mon avis, mais l'eroguro cherche vraiment à repousser les limites du tabou et de la norme. Les premières œuvres de ce genre sont apparues dans la littérature et dans les arts, mais c'est dans le manga et l'illustration qu'il a trouvé sa forme la plus marquante. Des artistes en ont d'ailleurs fait leur signature, comme Suehiro Maruo, Shintaro Kago et Hideshi Ino, qui ont été parmi les pionniers du genre, en dessinant des scènes où l'érotisme est lié à la déformation physique ou psychologique.
Les amis, j'espère que ce long iceberg que j'ai adoré faire vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-moi des idées d'iceberg pour les prochaines vidéos. Écrivez en commentaire ce que vous aimeriez bien que je traite, parce que je vais prendre une de vos idées. Pensez à liker la vidéo, abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne et ça m'aide énormément. Des bisous, c'était Théo et à la prochaine.